sur le problème de la divisibilité dans les nombres de Fibonacci. On regarde Fn, on regarde les n tels que m, cette fois-ci, divise Fn. Donc on se fixe un entier m strictement supérieur à 1, et on regarde tous les n tels que m divise Fn. Et ça, si vous regardez donc la vidéo qui avait été faite précédemment, on l'a fait pour m premier, c'est exactement la même chose pour m, c'est très général. M divise Fn si et seulement si cette matrice B, qui est moins A au carré, où A c'est la matrice compagnon du polynôme de l'équation caractéristique de la suite de Fibonacci, vérifie Bm égale identité dans GL2 de Z de Mz. Alors ce qui fait marcher le fait que M peut être pris non premier, c'est que ça reste inversible, d'accord? Bm reste inversible ici, parce que ici, vous avez un déterminant moins 1, ça c'est de déterminant 1, B est de déterminant 1, et déterminant 1, ça veut dire qu'on est toujours modulo M, même modulo M, on va garder ce déterminant 1, il reste inversible modulo M. Alors, maintenant, l'exercice c'est le suivant, je vous rappelle, on va noter alpha de M, l'ordre de B, là-dedans, dans ce groupe qui est un groupe fini, et M, on va regarder les propriétés de alpha de M. Donc, maintenant, on veut montrer que si A et B sont premiers entre eux, alors alpha de AB est égal au PPCM de alpha à alpha de B. Donc ça, c'est un type d'exercice typique en arithmétique, où cette égalité va être une double divisibilité, et où on va jouer à fond sur le rôle du PPCM, d'accord? Le PPCM qui aime bien finalement diviser. Et lui, il divise aussi parce que c'est un alpha de AB. Donc il faut jongler sur les propriétés de chaque élément pour la double, dans chaque type de divisibilité. Ensuite, il faut montrer que alpha de PR divise alpha de PR plus 1, puisqu'on a pu se ramener à des éléments de la forme PR, où P est premier. Et que alpha de PR plus 1 divise P de alpha de PR. Donc là, c'est tout un tas de techniques habituelles de la divisibilité, hein, sachant les définitions de chaque alpha. Voilà. Donc ça veut dire que alpha de PR plus 1, ben, il va être égal soit à lui, soit à lui. Parce que là, il est contenu, voilà, il est entre deux gendarmes. Alors maintenant, si P strictement supérieur à 2, si jamais on a égalité avec lui, plutôt qu'avec lui, donc, alors, pour tous les R, à chaque fois que S est supérieur à R, alors on va avoir l'égalité avec lui. Donc à partir du moment où lui n'est plus égal à lui, qu'il est égal à lui, alors à partir de ce moment-là, tous les suivants, pour S supérieur à R, vont être égaux. Voilà. Alors le cas P égale 2 est particulier, et puis on l'étudiera à part, ce ne sera pas difficile. Bon, le 3, bah, vous le ferez, je donnerai le résultat, après c'est direct. On veut savoir quels sont les n, tels que la suite de Fibonacci Fn, dans son écriture décimale, se termine par exactement K0, et pas K plus 1, 0. Il y a K0 à la fin. Voilà. Donc ça, on le fait grâce à ce qui précède. Voilà. Voilà, on va montrer donc, première question, des propriétés arithmétiques de cette fonction alpha qui est déterminée. Donc regardons bien ce que veut dire alpha. Donc alpha de A, il est déterminé de sorte à ce que B, quand on le regarde modulo A, est d'ordre est annulé par n, d'accord? Si et seulement si alpha de A divise n. Donc alpha de A, c'est l'ordre de BA. On en déduit que si A divise C, alors alpha de A va diviser alpha de C. Pourquoi?
bah, c'est simple, hein, parce que à partir du moment où on est modulo C, on peut passer modulo A, parce que A divise C, d'accord? C'est dans ce sens-là, attention, dans l'autre sens, c'est pas aussi naturel. Et on a ici B, C, N, si N annule BC, alors quand on va regarder ça modulo A via ce morphisme-là, d'accord, alors bah, ça va rester l'identité, puisque ce morphisme va envoyer l'identité ici sur l'identité ici. D'accord? Donc ça veut dire que ce n, vous prenez n égale alpha de c, où là, par définition, bah là ça va faire l'identité. Donc ici vous avez alpha de c, et donc vous avez que alpha de a divise alpha de c par la définition de alpha de a. D'accord? Donc voilà, ça va être important, ça va servir tout le temps dans la suite. Alors maintenant, on veut montrer que le PPCM de alpha de A, alpha de B est égal à alpha de AB. Donc double divisibilité. Et donc double utilisation. Ici, par exemple, cette divisibilité-là, avec le PPCM à gauche, bah, c'est le PPCM qui se sent bien à gauche. Hein, parce qu'il suffit de montrer que alpha de A divise, alpha de B divise, et on aura automatiquement le PPCM qui divisera alpha de AB. Mais ça, c'est évident, d'après ce qu'on vient de voir, comme A divise AB, et ben, alpha de A divise alpha de B, alpha de B divise alpha de AB, alpha de A divise alpha de AB, alpha de B divise alpha de AB, et donc c'est fini. On a le PPCM. Maintenant, l'autre propriété, là, le PPCM, pour la divisibilité inverse, ben, on n'a pas, il n'est pas à sa bonne place. Par contre, lui est à sa bonne place, ça c'est bien, parce que lui c'est un ordre. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? En fait, ce qu'on va montrer, c'est que c'est vrai pour tout multiple commun à alpha de A et alpha de B. Comme ça, en particulier, ce sera vrai. Donc j'appelle delta un multiple commun à alpha de A et alpha de B. En particulier, alpha pourra être le PPCM. Et il faut montrer que alpha de AB divise ce delta. Alors, ben oui, ça revient à se demander, par la définition de alpha de A, si B modulo AB, puissance delta, est égal à l'identité. Voilà. Et bien oui, ça va être égal à l'identité. Et ça, c'est grâce au lemme chinois. On ne s'est pas encore servi du fait que A et B étaient premiers entre eux, c'est là que ça sert. D'accord? Le lemme chinois, il assure que, regardez un nombre modulo AB, un nombre modulo AB est caractérisé par sa congruence modulo A et sa congruence modulo B. Voilà. Donc, si vous voulez savoir si deux nombres sont congrus modulo AB, il suffit de regarder s'ils sont congrus modulo A et modulo B. Eh bien oui, là vous voulez montrer qu'il y a une congruence entre ça et ça modulo AB, ben, il suffit de le regarder modulo A et modulo B, et ça c'est vrai, j'ai oublié un delta là, attention, c'est pas delta 2, et ici, ça c'est vrai par définition, par ça, et ça c'est vrai par ça, et donc on va avoir égalité. Voilà, donc on a montré l'égalité que l'on voulait. Bien, maintenant la question 2A. Il faut démontrer cette double divisibilité. Alors la première, elle est évidente parce qu'on a vu que si A divise B, ben, alpha de A divise alpha de B. Donc la première, c'est bon. Maintenant, il faut montrer celle-ci. Alors, quelle est la stratégie pour le démontrer? Ben, on va utiliser le fait qu'on a un alpha ici, donc un ordre ici. C'est-à-dire qu'il suffit de démontrer que modulo P puissance R plus 1, B bar puissance P alpha de PR, c'est l'identité. C'est ça qu'il faut montrer. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que B, alors maintenant je relève dans Z, d'accord? C'était un B bar, je relève dans Z. Je regarde vraiment la matrice B. B puissance alpha PR, ben, je sais que modulo PR, c'est l'identité. Donc je sais que ça s'écrit sous la forme identité plus PRC avec une matrice C dans M2 de Z, donc un coefficient entier. Maintenant, eh ben ça, je le mets à la puissance P et j'utilise le binôme de Newton. Donc ici, je le mets à la puissance P, je suis toujours dans Z.
Ici, j'ai I2, bon, bien sûr, premier terme. Deuxième terme, ben, je vais avoir P fois PRC. Voilà, donc PR plus 1, C. Et puis après, je vais avoir des termes, des coefficients binomiaux, P puissance TR, coefficients binomiaux et CT. Donc maintenant, je vais regarder ça, il faut que je regarde ça modulo PR plus 1. Ben, PR plus 1, déjà, ça s'élimine. Il n'y a plus qu'à voir que ça s'élimine là. Mais TR, ben, c'est supérieur à 2R, puisque T est supérieur à 2, qui est supérieur à R plus 1. Donc tous ces termes, modulo PR plus 1, ils s'éliminent, tout s'élimine, on a bien ça comme on voulait. Voilà. Donc c'est parti pour le 2 petit b. On va supposer dans un premier temps P strictement supérieur à 2, bon ça servira qu'à la fin. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On a vu qu'on avait une alternative, alpha de PR plus 1, soit c'est alpha de PR, soit c'est P alpha de PR. Voilà. Ce qu'on veut montrer, c'est si pour un R, alors on a la deuxième possibilité, c'est-à-dire P alpha de PR, alors pour tous les S qui suivent R, on aura encore cette deuxième possibilité. Voilà. Donc, on va le montrer par récurrence. Donc, pour montrer que ça c'est égal à ça, il suffit de montrer que c'est différent de la première alternative. C'est-à-dire que alpha de PS plus 1, ici, est différent de alpha de PS. C'est ça qu'on va faire par récurrence sur S à partir de R. Pour S égale R, bon bah c'est vrai, c'est l'hypothèse de départ. Maintenant, on va supposer par récurrence que c'est vrai pour S. Comment on interprète ça? Eh ben, par définition, maintenant je regarde B dans Z, hein, je le remonte dans Z, hein, donc B, quand je mets à la puissance alpha PS, par définition, c'est I2 à modulo PS, c'est-à-dire à PS près. Donc C, il est dans M2 de Z. Mais par l'hypothèse de récurrence, alpha PS n'est pas alpha PS plus 1. Ça veut dire que on n'a pas quelque chose qui est dans PS plus 1. Ça veut dire que C, ici, n'est pas multiple de P. Multiple de P, dans le sens que tous ces coefficients ne sont pas multiples de P. Voilà. D'accord? Donc voilà l'hypothèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut montrer la même chose, mais au niveau S plus 1. C'est-à-dire que B alpha PS plus 1, c'est égal à I2 plus PS plus 1 C, avec C qui n'est pas dans multiple de P. Voilà. Donc allons-y, on calcule B alpha PS plus 1. Par hypothèse de récurrence, ça c'est P fois alpha PS, d'accord? Donc maintenant, on prend cette formule, on la met à la puissance P et on utilise le binôme de Newton. Mais cette fois-ci, je regarde ce terme-là, évidemment c'est l'identité, ce terme-là, bon, donc celui-ci c'est un petit peu le terme attendu, mais maintenant il va falloir analyser ces éléments-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut montrer? C'est qu'une fois qu'on a mis PS plus 1 en facteur de tout ça, on a quelque chose, on a une matrice, d'accord? Quand on a mis en facteur, dans ce total-là, PS plus 1, hein, on a une matrice qui n'est pas dans P, Mn, M2 de Z. Alors déjà, C n'est pas dans P, M2 de Z. Il suffit de montrer que cette partie-là est dans P, M2 de Z, une fois qu'on a mis en facteur hein, PS plus 1. Et là, on aura gagné, parce que quelque chose qui n'est pas multiple de P plus quelque chose qui est multiple de P, ben c'est quelque chose qui n'est pas multiple de P. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, maintenant, il reste à montrer que, alors donc, qu'est-ce qui se passe quand on a, quand on met en facteur PS plus 1, on va avoir C. Ici, je vais avoir P puissance ST moins S moins 1, puisque j'ai mis ça en facteur, avec bon, C puissance T. Et là, P puissance, donc le dernier terme, PS moins S moins 1. Je le mets à part. Pourquoi je l'ai mis à part celui-ci? Parce qu'on sait que comme P est premier, ben, P divise tous les coefficients binomiaux. Donc ici, je veux montrer que cette partie-là est divisible par P, puisque celle-ci ne l'est pas.
D'accord? Comme ça donnera que toute cette partie sera non divisible par P. Et ici, j'ai quoi comme P évaluation? Ben, ici, j'ai au moins 1. Au moins 1. Ici, j'ai ST moins S moins 1. Donc, j'ai au moins S. Je simplifie. Comme T est supérieur à 2, d'accord, j'ai au moins S. Mais S est supérieur à 1. Donc, parce que j'ai supposé R déjà supérieur à 1. Et S est supérieur à R. Donc, c'est bon, j'ai au moins 1. J'ai au moins 1. Maintenant, ici, ce terme est particulier, parce que ce terme, il n'a pas le coefficient binomial qui lui donne ce petit supplément de 1. Donc c'est là qu'on se sert du fait que P est strictement supérieur à 2, parce que si P est strictement supérieur à 2, là, on va avoir quelque chose de supérieur ou égal à 3S moins 1, et là, ce sera supérieur à 1, forcément, parce que S est supérieur à 1. Voilà. Maintenant, eh ben oui, il faut toujours s'occuper du cas P égale 2, parce que, voilà, 2, c'est à la fois le plus petit et le plus agressif, le plus rebelle des nombres premiers. Eh ben, si P égale 2, eh ben, ce raisonnement ne marchera pas, sauf si on prend S supérieur à 2, c'est-à-dire R supérieur à 2. Donc si P égale 2, il faudra regarder le cas R supérieur à 2. Et voilà.